Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous qui décrypte les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer tout de suite avec un feuilleton qui nous animait déjà la semaine dernière et finalement MCH gagne du terrain, Sybille. Voilà, la sentence est tombée, c'est bel et bien Art Basel qui reprendra la main sur la foire d'art contemporain du Grand Palais en octobre prochain et donc derrière elle, c'est le groupe MCH qui en sera l'organisateur. En revanche, RX France, qui lui est derrière la FIAC et Paris Photo, gardera la foire photographique de novembre et donc l'édition Paris Photo 2022 aura bien lieu. Alors pour rappel, la RMN, qui est la société de gestion du Grand Palais, a publié un appel d'offres en décembre dernier pour l'organisation d'une foire d'art contemporain et d'une foire de photos, et ce au même créneau que la FIAC et Paris Photo qui sont habituels au Grand Palais, et donc les résultats sont tombés cette semaine. Voilà, donc c'était le monde de l'art était en ébullition depuis la publication de cet appel d'offres, et c'est donc un groupe suisse qui organisera la foire Sybille à Paris. Tout à fait, MCH est un groupe suisse qui organise Art Basel déjà à Bâle, à Hong Kong, à Miami. Et donc, certaines galeries s'inquiètent déjà de son implantation à Paris. Mais la RMN l'assure. Les groupes retenus ont fait la démonstration pour chacune des manifestations qu'ils organiseront de leur capacité à valoriser l'écosystème parisien et français de la création artistique contemporaine et notamment son volet d'émergence de nouveaux talent. Et d'ailleurs, la RMN précise que l'équipe MCH pour la foire parisienne sera basée en France. La durée de leur engagement est de 7 ans pour un budget de location estimé à 20 millions d'euros. Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est le nom de cette fameuse foire. Bien sûr. Et alors, le MCH ne s'arrête pas là. Il se passe des choses en dehors de France également. Tout à fait. Effectivement, MCH a aussi acquis des participations dans une foire à Singapour. Le groupe participe en tant qu'actionnaire à hauteur de 15% à Art Events Singapour. C'est l'organisateur d'une nouvelle foire qui s'appelle Art SG, nouvelle foire d'art pour l'Asie du Sud-Est. Et donc, elle aura lieu pendant la Singapour Art Week entre le 12 et le 15 janvier 2023. Et le principal actionnaire reste UBS. Et alors, on continue maintenant avec un sujet qui m'est cher dans Smart Patrimoine, c'est les NFT. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Les ventes en France devraient être facilitées, Sybille. Oui, en fait, c'est le Conseil des ventes volontaires. Donc ça, c'est une autorité de régulation indépendante française des ventes aux enchères qui a fait le point sur ce nouveau marché des NFT. En fait, il réagit à un rapport présenté par Cyril Bartalois, un membre du Conseil secrétaire général de l'Académie des Beaux-Arts, qui a écrit un rapport qui s'intitule « Vente volontaire aux enchères publiques à l'heure des NFT ». Et donc aujourd'hui, en fait, la loi ne permet pas aux opérateurs des ventes aux enchères d'organiser en France des ventes de NFT, et tout simplement parce que ce sont des biens incorporels. Mais cela devrait être changé parce que le Conseil des ventes a émis un avis favorable pour changer cette loi, sous réserve bien sûr qu'il y ait un cadre juridique fixe des NFT. Des NFT, bien sûr. Oui. Et puis pour les NFT d'œuvres d'art, le rapport envisage d'établir un régime temporaire dérogatoire pour permettre aux maisons de vente de dès à présent opérer sur ce marché. Et donc le Conseil souhaite notamment de meilleures solutions techniques pour des ventes en toute sécurité. Elle propose même une blockchain pour que chaque maison ait sa propre blockchain. Mais ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu de vente aux enchères de NFT sur le sol français avant cette autorisation ? Alors, il y en a eu bien sûr qui ont eu lieu au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est celle dont je vous ai parlé souvent. Mais en France, il y en a eu, mais les maisons de vente ont réussi à un peu contourner la loi en vendant des NFT en même temps qu'un bien matériel. Et par exemple, il y a eu la vente chez Agut d'un SMS sous forme de NFT, qui a un peu fait l'actualité. Ouais. Et en fait, il y a eu un certificat sur la blockchain de ce SMS, mais aussi la vente d'un bien corporel sous la forme d'un cadre numérique, voilà, qui présente une animation 3D montrant le moment où le téléphone mobile reçoit le premier SMS au monde. Et voilà, donc ça a été vendu pour plus de 132 000 euros. Et alors maintenant, on va parler un petit peu de réglementaire. L'Assemblée nationale a voté un projet de loi à l'unanimité pour la restitution d'œuvres d'art. Oui, tout à fait. En particulier, ce sont 15 œuvres d'art qui ont été spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles vont être rendues aux ayants droit des familles juives spoliées. Cette loi d'exception permet en fait de supplanter le principe d'inaliénabilité
des biens du domaine public. En fait, dans les collections publiques, dans les musées, toutes les œuvres qui ont été acquises ne peuvent pas être revendues, elles doivent rester dans les collections. Et cette loi a été validée sous les applaudissements de 97 voix. Roselyne Bachelot s'est exprimée. C'est la première fois depuis l'après-guerre que le gouvernement engage un texte permettant la restitution d'œuvres des collections publiques qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou acquises dans des conditions troubles pendant l'occupation en raison de persécutions antisémites. Et la ministre a d'ailleurs dit qu'elle était favorable à une prochaine loi cadre pour permettre d'autres restitutions. Donc on voit effectivement que la législation avance sur le sujet. Est-ce qu'on sait un peu quelles sont les œuvres concernées, Oui. des œuvres qu'on a pu voir dans les musées français? Dans les 15 œuvres, il y a notamment un tableau de Gustav Klimt, Rosier sous les arbres, qui est conservé au musée d'Orsay. Et c'est le seul tableau du peintre autrichien qui appartenait à des collections nationales françaises. Il a été acquis en fait légalement par l'État auprès d'un marchand, mais au fur et à mesure des recherches, il a été établi qu'il appartenait à une Autrichienne, Éléonore Stiasny, qui l'a cédé lors d'une vente forcée à Vienne en 1938. Il y a aussi un tableau de Marc Chagall, le père, détenu par le Centre Pompidou. Et donc ce texte de loi doit être adopté définitivement désormais par le Sénat le 15 février. Merci beaucoup Sybilla Oudjan, donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on accueille ensemble Frédéric Brière. Bonjour Frédéric Brière. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du fonds de dotation Bredin-Pratt pour l'art contemporain. Bredin-Pratt qui n'est pas un acteur du monde de l'art puisque c'est un cabinet d'avocats et d'avocats d'affaires. Pourquoi avoir lancé un fonds de dotation? On va essayer de comprendre ensemble comment on fait. Mais d'abord, pourquoi Bredin-Pratt s'est mis à alimenter un fonds de dotation et acquérir des œuvres? Parce que c'est une longue histoire. D'accord. Vous savez, il y a des passions privées qui animent des hommes. Parmi celles-ci, il y avait un homme qui s'appelait Jean-François Pratt, qui était l'un des fondateurs. À l'origine, c'était Badinter, Bredin, Pratt. Et puis, Badinter est devenu ministre. Et puis, donc voilà, Jean-François Pratt, c'était un collectionneur né. Il a d'abord collectionné les jouets anciens, puis mais ensuite l'art de son temps. C'était dans les années 70 par là. Et le collectionneur, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui ne peut plus mettre sur les murs de sa maison toutes les œuvres qu'il a achetées. C'est ça le collectionneur, que ce soit dans l'art ou dans autre chose. Et donc rapidement, il a mis des œuvres à son bureau, à son cabinet d'avocat, qui était une chose petite à l'époque, et puis qui est devenu plus gros avec les OPA des années 80, avec... voilà, puisque lui est devenu l'un des cabinets moteurs, si vous voulez, sur les OPA. Et en face, il y avait Darrois, qui était le cabinet en face. Bon, pour faire plus court... sur les fonds de notation. Sur les fonds de notation, tout ça a duré une quarantaine d'années. Et puis Jean-François Pratt est mort un jour. On a fait d'abord... ces associés ont voulu faire un prix d'art contemporain. D'accord. Pour se souvenir de lui, mais qui était une chose modeste. Sa passion, c'était la peinture et la photo. Donc c'était sur la peinture. Et puis, mais les œuvres, qui étaient ses œuvres, patrimonialement, c'était les œuvres de la famille, restaient dans le cabinet. Et puis, à un moment, la famille, des années après, a décidé de vendre aux enchères la collection en un bloc, en fait. Oui. Et à ce moment-là, les associés ont dû se réfléchir et se dire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous-mêmes, on est devenus, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus collectionneurs et ils ont des collections chez eux et aussi au cabinet. Et qu'est-ce qu'on fait? Avec l'argent récolté ou... Non, l'argent reste à la famille, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'œuvres sur les murs. D'accord. Oui. Du jour au lendemain, si j'ose dire. Enfin, c'est pas passé comme ça, évidemment. Et donc, est-ce que c'était une belle parenthèse, 40 ans de passion qui a essaimé, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on fait autre chose, on s'intéresse au sport. Enfin, je veux dire, et c'est là où on se pose la question de créer un fonds de dotation. C'est exactement la question qui a été posée. On le fait, oui ou non? On continue? Oui. Et on continue sous quelle forme? Et donc, là, ça a été très simple. Tout le monde, parmi les associés, ont considéré qu'il fallait le faire à but non lucratif, donc avec un organe sans but lucratif. C'est-à-dire que c'est lui qui va collectionner, c'est lui qui va... posséder la collection, ce n'est surtout pas le cabinet d'avocats qui est une entreprise commerciale en fait. Oui. Et donc le choix après a été celui juridique de la structure, fondation d'entreprise ou fonds de dotation. Ça a été assez vite vu. Pourquoi? Parce que fondation d'entreprise, il y a d'abord un budget obligatoire minimum
figé, D'accord. dire pour 5 ans, je crois. Mhm. Donc, c'est une souplesse en moins. Et deuxième chose, il y a des personnalités extérieures, des administrateurs indépendants dans La gestion. dans la gestion. Fonds de dotation, vous n'avez pas de budget minimal. Donc, si une année, vous êtes un peu contraint parce que l'économie est moins bonne, parce que voilà, vous pouvez réduire, ce qui n'est pas le cas donc, d'une fondation d'entreprise. Et puis, vous avez un comité de personnalités extérieures qui conseille, mais qui est consultatif. Donc, vous êtes, en quelque sorte, les administrateurs sont ceux que se choisissent les fondateurs du fonds de dotation. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a été fait, pour la souplesse. Et puis, le fonds de dotation, vous en avez de deux sortes. Les fonds de dotation à capital, si j'ose dire, à dotation, justement, non consomptible, c'est-à-dire que l'argent qui vient de donations, bien sûr, des gens qui le créent ou qui donnent, doit rester là. Et ce sont les revenus qui permettent de faire les actions et de financer des causes ou d'acheter des œuvres d'art dans le cas précis. Ouais. Et puis le fonds de dotation à capital, à dotation consomptible, décidément, qui lui, les dons sont directement utilisés de manière opérationnelle pour faire des actions. Nous, c'est notre cas. Nous, on est un fonds opérationnel, c'est-à-dire que nous produisons nous-mêmes nos propres actions. Le prix Jean-François Prat, qui a lieu une fois par an, qui distingue 3 artistes dans la peinture sur le plan international, 3 personnes qui considèrent qu'ils apportent quelque chose qui n'a pas déjà été fait, soit par rapport à l'histoire de l'art, soit par rapport au rapport entre la peinture et la société. Et puis, nous faisons aussi une collection, nous construisons une collection petit à petit qui est disponible au public par Internet. Toute la collection est sur Internet ou par des visites que j'anime aussi personnellement ou par des journées portes ouvertes. Et là, à chaque fois, ce sont les associés qui font des dons. Exactement. Alors, ça marche exactement comme ça. C'est les associés à titre personnel, sur leur denier, si je veux dire, font un don au fonds de dotation et le don est aliéné, c'est-à-dire qu'après ils ne récupèrent jamais leur argent. C'est le fonds qui, lui, avec ce budget finalement, va acquérir des œuvres, va produire le prix Jean-François Prat chaque année. Et voilà. Et donc, c'est la grosse différence peut-être avec une fondation. Ça veut dire qu'une fondation, ça aurait été de l'argent de l'entreprise, alors que là, c'est les associés finalement Ça, c'est un peu lié aussi au fait que c'est un cabinet d'avocats. D'accord, oui, bien sûr. C'est une activité libérale. Oui, bien sûr. Activité libérale. Donc, mais en tout cas, l'important, c'est dans les deux cas, c'est à but non lucratif. C'est-à-dire que là, une fois que c'est donné, ça ne revient plus d'aucune manière dans les mains de ceux qui ont donné. Même si on fermait le fonds de dotation un jour, l'argent qu'on vendait la collection, l'argent doit être versé à la Fondation de France, par exemple, ou à un autre organe à but non lucratif, où les œuvres doivent être données à un musée. Mais jamais, ça ne revient jamais dans les... Voilà. C'est le principe du non lucratif, sinon... Bien sûr. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait un fonds de dotation alors quand on est passionné, effectivement, et pourquoi est-ce qu'on le fait dans le cadre associé à une entreprise plutôt que dans un cadre 100% privé alors ? On peut le faire... Ah oui, vous voulez dire plutôt qu'à but lucratif, c'est ça ? Oui, ou... non, mais comprendre le mécanisme, si d'autres qui nous écoutent veulent lancer un fonds de dotation, qu'est-ce qui anime du coup la création d'un fonds de dotation Je pense d'abord il faut avoir quelque chose de fédérateur, sans doute soit une passion, soit quelque chose qui réunit les gens. Ça, on pourrait très bien voir, et d'ailleurs je pense que ça existe, des fonds de dotation dans le sport, ça doit exister dans tout à fait autre chose. Bon, là, il se trouve que vous avez vu l'histoire personnelle de Jean-François Prat, qui est devenue celle de ses associés, qui est devenue celle des salariés aussi, parce qu'ils sont très impliqués aussi dans ce qu'on fait. C'est celle-là. Donc il faut quelque chose de commun pour... voilà. On ne se lève pas un matin en inventant le fonds de dotation des œuvres sans rayures. Vous voyez ce que je veux dire ? Un mot peut-être rapide. Il y a niveau fiscalité, quand on achète des œuvres d'art, parfois ça peut être avantageux pour les gens qui les achètent directement. Quand on passe par un fonds de dotation, là, il y a une fiscalité précise ou ça reste... Alors, donc le don est un don individuel des personnes qui financent le fonds. D'accord.
Après, comme c'est à but non lucratif et que, comme je vous l'ai dit, donc ça reste le patrimoine du fonds de dotation, et même s'il est fermé, c'est soit donné à la Fondation de France, l'État offre une fiscalité aux donateurs. D'accord. En fait, c'est comme un donateur qui donnerait pour d'autres causes, des causes humanitaires ou des causes médicales. Voilà. Il obtient, si c'est à titre personnel, je ne sais plus, la déduction doit être de 60% de son don. Voilà. Mhm. Mais le fonds lui-même, il est déjà à but non lucratif, donc il n'a pas spécialement de déduction. Et pour le prix, comment est-ce Le seul désavantage du fonds, c'est que tout organe, d'ailleurs une association c'est pareil, une fondation d'entreprise c'est pareil, on n'a pas, puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires, c'est un but non lucratif, on paye la TVA. Donc on ne la compense pas. D'accord. Ok. Voilà. Et très rapidement, la question de Sybille et ensuite... Je veux juste savoir pour le prix, comment est-ce qu'on décide un peu combien on va mettre chaque année? Est-ce que là, pour le coup, c'est stable chaque année? Alors c'est assez stable chaque année, mais cette année, par exemple, on va faire une grande exposition, parce que ça fait 10 ans que ce prix existe, grande exposition aux Beaux-Arts de Paris du 24 mars au 24 avril. Une expo sur la peinture, une overview, si vous voulez, sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les mouvements dans la peinture contemporaine à travers 10 ans de sélection d'artistes sélectionnés par le prix Jean-François Prat. Donc là, évidemment, on participe au financement, puisque c'est les Beaux-Arts qui organisent cette exposition avec nous, et on la soutient. Merci beaucoup Frédéric Brière. Je rappelle que vous êtes directeur du fonds de dotation Bredin-Prat pour l'art contemporain. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.